Est-ce que selon vous, les développeurs qui vous entourent ont des managers qui les font progresser? Bon, je vois sur le visage de certains d'entre vous que vous êtes venus à la bonne session. Donc on va commencer par cet idéal, cette étoile du Nord, cette lumière au bout du chemin qu'on n'atteindra sans doute jamais, mais qui va nous permettre de nous guider et de nous dire « ça va, globalement, je suis en train d'aller quelque part d'intéressant avec les managers à qui je suis ». Donc là, vous voyez le Toyota Way, tel qu'il a été formalisé par Toyota en 2001. Mais ce n'est pas le côté Toyota que je vais vous vendre. C'est cette autre vision du management, cet espoir de ce que peut être le management au XXIe siècle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis de chez Toyota? Ils se sont dit, le bon management, il équilibre l'amélioration continue et le respect des personnes. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? Dans l'amélioration continue, c'est d'abord le challenge. Mais pas le challenge au sens « Oh les cocos, il faut augmenter la vélocité ». Non, ça... Dans le challenge au sens « oser rêver l'idéal ». Oser voir, malgré toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, se dire « Non mais comment ça devrait être ?» Une bonne application, ça devrait être une application tellement intuitive qu'aucun utilisateur n'éprouve le besoin d'appeler le support, par exemple. Une bonne production de code, c'est du déploiement continu. J'ai commité, c'est déjà en prod. Voilà, des choses comme ça un peu folles, qu'on n'arrivera peut-être pas toujours à faire, mais qui vont donner une direction, qui vont faire qu'on est en train de se battre pour quelque chose qui est motivant, dans lequel il y aura de l'excellence. Donc le manager, au quotidien, il colporte cet état d'esprit, cette vision de où est-ce qu'on voudrait être. Il a aussi une approche Kaizen. Là, il s'agit d'y aller par petits pas. Donc, pas le chantier pharaonique, pas les pyramides, mais au contraire, les petites expérimentations locales, partout, tous les jours, tout le monde. En fait, on va construire notre connaissance par de l'expérimentation. On va savoir des choses parce qu'on les a essayées. Et enfin, le Genshi Genbutsu, c'est un retour à la terre. C'est être sur le lieu où se passe l'action pour voir ce qui se passe vraiment, les vraies choses, où est la valeur. Donc l'idée est de revenir sur le terrain, où sont mes développeurs, où est le code, où est l'utilisateur, où est l'IHM, et de se méfier de tous les propos rapportés, les on-dit, ainsi de suite. On revient sur du concret. Donc on veut des faits, pas des opinions. On veut des observations, pas des impressions. Et aussi un aspect consensus. On n'est pas là pour prendre des décisions « Allez hop, c'est à gauche !» On est là pour discuter. Le manager va recueillir un petit peu tous les sentiments et réussir à créer ensuite une adhésion forte parce que les propos sont clairs et engageants. Donc ça, ce sera son aspect amélioration continue. Et ensuite, le rêve, côté respect des personnes, c'est d'un côté le respect, de l'autre côté le travail en équipe. Alors là, il faut que je définisse un peu parce que malheureusement, les gens de Toyota ont choisi ces termes, mais ils ont utilisés dans un sens un peu différent de l'usage commun. Le respect, quand on parle ici de respect des personnes, ce respect, c'est croire profondément dans le potentiel qu'il y a en chacun de nous, qu'il y a dans chacun des employés, chacun des collaborateurs. Et ce respect, il va s'exprimer par le fait que comme je crois, moi, manager, en votre capacité à grandir, à apprendre, à prendre plus de responsabilités, eh bien déjà, je vais vous laisser de l'autonomie. Je vous laisse de l'autonomie dans la résolution des problèmes qui sont à votre portée. Et même plus, je vais vous stimuler, tellement je crois en votre capacité à grandir, que je vais vous donner des exercices d'apprentissage. Je ne vous donne pas des tâches, je ne vous donne pas hey, « vas-y, fais-moi ça ». Je vous donne des problèmes qui, je le sais, vont vous permettre d'apprendre ce dont vous avez besoin pour devenir meilleur. C'est personnalisé. Tiens, toi, je sais qu'en ce moment, toi, c'est sur la gestion de projet, il y a des trucs sur lesquels tu as des trucs à apprendre, je te donne un petit exercice pour mieux gérer les prérequis de la prochaine release. Alors, donc, c'est pas fais des choses, mais tiens, travaille là-dessus, tu vas y apprendre ce dont toi tu as besoin pour devenir meilleur, pour apprendre l'expertise, le savoir-faire qui fera que demain, tu vas prendre de l'envergure. Et sur le teamwork,
Alors, on est loin du teamwork agile, hein, je suis désolé, vous avez le droit de me lancer des tomates pourries. C'est pas dans le côté on s'aime bien, pas de souci hein, du côté dynamique d'équipe, c'est développer la capacité à travailler, à collaborer par-delà les frontières organisationnelles. Et ça, c'est dur. Moi, mes équipes agiles, on avait du mal parfois à travailler avec le marketing, à travailler avec les gens de la prod. Ça, c'est dur. Et bien en fait, c'est une compétence. Moi, je croyais que c'était un truc comme ça. Si ça ne marche pas, c'est parce que les autres ils sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté, ou qu'ils sont un peu bêtes. Hein. D'ailleurs, la prod, ils sont en marketing ou à la prod. Eh ben non, en fait, c'est juste que moi, je n'avais pas la compétence. Moi, je ne savais pas comment on fait pour travailler avec des gens qui ne sont pas dans la même structure que moi. Et en fait, c'était à mon manager de me donner des exercices pour que je devienne bon là-dedans et que j'acquière ce savoir-faire, ce geste, collaborer avec la prod, collaborer avec le marketing. Bon, là, j'ai mis la barre haute, ça va? Donc voilà le type de manager que j'essaye de créer. Je vais vous donner les clés sur comment on y arrive. Donc pour résumer, mon message clé, c'est manager lean, c'est d'un côté un scientifique, un chercheur, il est dans les faits, il est dans le concret, il est dans le factuel, et en même temps c'est un entraîneur sportif, il a son équipe de champions, et ben, il va leur faire gagner le match. Donc ce que j'ai appris sur la réussite, déjà bon, il faut définir le succès pour pouvoir réussir vous, parce que quand même vous avez le droit de réussir en tant qu'accompagnant. Donc déjà définissez le succès proprement. Ensuite je vais être plus précis sur comment on peut s'y prendre. Ensuite, il faut choisir, il faut bien comprendre que définir le succès, ce n'est pas juste obtenir un résultat qui serait la définition du succès, c'est bien plus que ça. C'est déjà du coaching. Cette clarification, ce questionnement que vous allez apporter au coaché sur qu'est-ce que ça veut dire réussir pour toi, eh bien en fait, rien qu'avec ça, il y a la moitié du cheminement qui va être fait. Votre manager, il va voir des choses qu'il n'avait jamais vues, rien que par ce dialogue. Donc on ne peut pas faire de raccourci sur la définition du succès, sinon vous êtes déjà en train de lui retirer la moitié de ce qui va lui permettre de progresser. Et enfin, vous êtes des professionnels, le manager il aura besoin de vous pour choisir les bons sujets, ceux qui payent, ceux qui font que quand on a réussi, on peut se dire ça c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les équipes, c'est bon pour les clients ou les utilisateurs, et c'est bon pour le manager lui-même. C'est bon pour sa carrière, c'est bon pour son épanouissement. Donc pas est-ce que tout le monde est là à 9h du matin. Donc la réponse lean à qu'est-ce qu'on cherche à réussir, d'une manière un petit peu générique, va être assez précise. Votre coaching de manager réussit si la performance ainsi que les conditions de travail des équipes du manager s'améliorent. La barre est haute. Je vous laisse digérer ça. Donc, la performance, objective. Hein. On ne parle pas du « Antoine, ça fait 3 mois que tu nous coaches, je sens que ça va mieux ». On parle de performance. Elle est montée, on l'a mesurée, on l'a observée. Les conditions de travail se sont améliorées. Donc il y a une mesure ou des observations de terrain qui nous le confirment. Ce n'est pas juste « j'ai l'impression que ». Alors je mets la barre haute. Ça pourrait vous décourager. En fait, je voudrais au contraire que ce soit pour vous un message d'espoir, parce qu'une fois qu'on a placé la barre haute, eh ben on monte. C'est assez fabuleux. Tant qu'on croit, moi je croyais en tout cas, que tant que je resterais dans un certain flou artistique, ça me faciliterait le travail, ça laisserait, les portes seraient encore grandes ouvertes, on arriverait quand même à trouver des trucs intéressants et à avancer. En réalité, à chaque fois, ça va donner un truc mou. Une fois que je me suis imposé, je me suis fait violence pour dire non, on va clarifier exactement c'est quoi, hop, monter d'un cran. Alors en fait, à chaque fois, mes managers, ils sont montés d'un cran. Wow. J'ai découvert depuis des propriétés thérapeutiques dans le fait de s'intéresser sérieusement à la stratégie qui nous vient d'en haut et à la réalité économique de nos produits, de nos projets. Surtout pour aider des managers. Donc la stratégie, se réintéresser à la stratégie, c'est donner l'opportunité à un manager en fait, de se reconnecter, alors qu'il est d'habitude complètement coincé entre la base qui lui dit « ce que tu veux, c'est pas possible » et le haut qui lui dit « mais dépêche-toi, bon sang », crac. Là, il va pouvoir reprendre une position en étant la personne qui sait faire la traduction de haut en bas et de bas en haut sur là où les patrons, les grands décideurs veulent nous emmener
Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue opérationnel au quotidien? Donc déjà, le premier truc, c'est de leur demander c'est quoi la stratégie. La plupart ne savent pas me répondre. En tout cas, parmi les 14 que j'ai coachés, s'il y en a un qui a su me dire « Ah oui, j'ai vu un slide l'année dernière sur la stratégie, c'était le bout du monde ». Donc avec eux, on va voir c'était quoi en fait la stratégie de la boîte, c'est quoi qui est important, c'est quoi les sujets primordiaux de la boîte aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour tes équipes. Et on va le retraduire en quelque chose de beaucoup plus digeste. Donc là, déjà, le manager, il va gagner des points par rapport à son chef, vous imaginez même pas. Et sur l'aspect économique, c'est juste de regarder, voilà, d'un point de vue économique, quels sont nos projets qui rapportent ou pas. Comment est-ce que nous, nos équipes, elles font gagner de l'argent pas à notre entreprise. Si on est en train de couler notre entreprise, c'est bon pour personne. Donc voilà, pas dans une logique, bien sûr, on va réduire les coûts à tout va, mais juste de comprendre, tiens, où part l'argent et est-ce qu'on n'est pas en train de gaspiller cette ressource précieuse qu'on pourrait mettre sur des trucs bien plus intelligents. Alors pour illustrer un peu le concept, je voudrais vous parler de Richard. Alors, entre moi et Richard, tout était mal parti. Moi, je venais de l'agile, lui, c'était un urbaniste. Un responsable, pardon, de l'urbanisation. Je m'étais dit, oulala, comment est-ce que je vais coacher un mec qui fait de l'urbanisation? Moi, j'y crois pas 2 secondes dans son métier. Désolé pour les urbanistes de la salle. Et en fait, on a trouvé un terrain d'entente en cherchant à définir la performance ensemble. Il a fini par me dire, moi, je fais des projets de rationalisation du système d'information. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, parfois, il y a des applications qui se ressemblent, certaines qu'on a développées, d'autres qui sont commerciales, ainsi de suite. Et puis, en fait, tiens, ça fait à peu près la même chose, on pourrait garder une seule et faire des économies. Et donc, je lance des projets comme ça pour finalement décommissionner des applications entières, des pans entiers du système d'information. Ouais, c'est intéressant, ça. Et ça rapporte combien? Le cash. Et là, il me dit, très fier, 2,7 millions d'euros récurrents par an. 2,7 millions d'euros. Super. Puis là, je me suis dit, attention, on est en train de parler de performance. Tu veux dire que la structure, là, la banque en l'occurrence, la DSI de la banque, elle a économisé 2,7 millions d'euros par an? Bah oui, j'ai lancé les projets pour un équivalent de 2,7 millions d'euros. J'ai dit non, attention, là tu me parles activité, tu ne me parles pas performance. Tu as lancé des projets, tu as exécuté, tu as fait faire des projets pour une économie estimée de 2,7 millions d'euros, mais en bout de chaîne, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est pas chez moi ça. Ok, top là, on a trouvé ton indicateur. Combien tu as vraiment fait économiser avec tes projets de rationalisation? Et donc là, comment on le mesure? Donc il a fini par me dire, on va aller au contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, il va dire, il va valider le fait qu'on a économisé 2,7 millions d'euros. On y va? À votre avis, il y en avait combien? Bon, moins que ça, 0. 0. Rien. Nada, niet, nulla. C'était difficile. Donc ensuite, le coaching a continué. Donc là, je lui ai appris 2-3 techniques pour remonter le processus, la chaîne de valeur. Au bout d'un moment, il a d'ailleurs voulu faire ça sans moi, parce que ça devenait trop embarrassant. Il a fini par trouver que ça avait coincé. Un petit truc tout bête, mais qui était juste au-delà de sa frontière organisationnelle. Mais n'empêche que tant qu'on n'a pas eu les euros à la fin de la chaîne, c'est pas de la performance, c'est juste de l'activité. Bon, ça finit bien pour lui, je vous rassure, à la fin de l'année, il a eu 5 millions d'euros validés par le contrôle de gestion, parce que non seulement il y avait 2,7 millions d'euros qu'il fallait vraiment réaliser, et il manquait un clic, pour la petite anecdote. Il manquait un clic pour que les gens de production débranchent les serveurs, arrêtent les systèmes d'archivage et récupèrent l'espace disque. Donc c'est un clic à 2,7 millions d'euros. Merci. Et les 2,3 millions d'euros de plus, c'est comme il s'est vraiment intéressé à ce qui se passait, il a découvert d'autres choses absolument aberrantes qui ont permis de faire d'autres économies et de libérer à côté du budget pour faire des trucs beaucoup plus intéressants. Donc voilà, avec Richard, finalement, on s'entend très bien depuis. Là, on a notre étoile du Nord, on a défini ce que ce serait réussir ensemble. Maintenant, il y a vous, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, je vais vous raconter ce que moi j'ai fait qui ne marchait pas, et ce que j'ai fait depuis qui marche mieux. Alors je parle de coach. Quand je parle de coach ici, il s'agit du coach sportif. Ça va être complètement assumé parce que c'est vraiment ce que je leur fais faire et qui, pour moi, marche bien. Donc aujourd'hui, on a toujours cette idée un petit peu, il y a le coach plutôt miroir ou le coach sportif. Là, je vais être carrément dans le coach sportif, c'est assumé. Donc le rôle du coach que je veux vous vendre,
c'est une personne qui va faire une série d'exercices d'entraînement pour muscler la puissance managériale de votre manager. Il ne s'agit pas de convaincre, de persuader ou juste de faire du questionnement. On va lui faire des gestes. Tous ces petits gestes qui lui manquent, et ça va être sur mesure parce que c'est ce manager, c'est ce truc-là qui ne maîtrise pas, c'est ce truc-là qui ne comprend pas et qui l'empêche aujourd'hui d'avoir une bonne performance telle qu'on l'a définie avant. Eh bien, je vais lui faire pratiquer ce petit geste. Comme ça, il va devenir super fort. Donc, imaginez vraiment comme vous auriez un joueur de tennis et il a un peu du mal à faire des services, vous allez lui faire travailler le mouvement de poignet qui va faire qu'il va désormais faire des services nickel. Alors pour pouvoir faire l'exercice sur mesure, il y a une phase de diagnostic. Mais ça là-dessus, je pense que vous serez assez bien équipé parce que vous êtes déjà au contact des équipes, vous voyez déjà les absurdités dans lesquelles elles baignent. Donc ça là-dessus, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre, c'est déjà votre métier. Donc là, il s'agit juste de se reformuler la chose en termes de où est-ce que le manager s'y prend mal, qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne, et surtout quel va être ensuite le geste élémentaire, le petit truc, la petite routine que vous allez pouvoir lui faire dérouler pour qu'il devienne super fort là-dedans. Et ensuite, là voilà, alors, plus concret que ça, je ne peux pas vous donner. Voilà comment je procède. Briefing, une demi-heure, là c'est en salle, c'est dans son bureau généralement, une demi-heure en salle, 1h30 de terrain, parce qu'il leur faut bien ça pour reprendre le contact avec la réalité, et ensuite 1 heure de débriefing, parce que souvent il y a beaucoup à raconter, il y a beaucoup à comprendre ensemble sur qu'est-ce qu'on a vu, donner du sens à ce qui s'est passé au contact des équipes, au contact de la réalité qui n'est pas tendre. Donc parfois c'est juste se fournir une épaule sur laquelle pleurer. Pour synthétiser, les messages clés que je vais vous donner, déjà, pour coacher les managers, ayez votre phare dans la nuit, ayez cette direction qui vous permet de vous dire « ouais, c'est bon, j'avance, mes managers ils sont en train de progresser ». Et donc pour ça, je vous donne comme image qui pourra vous servir d'étoile du Nord, le manager comme développeur de talent, le manager comme à la fois un chercheur et un entraîneur. Deuxième message clé, pour réussir, encore faut-il avoir défini ce que c'est réussir. Donc ici, la proposition, la définition que je vous donne, c'est le manager est en train d'être bien coaché quand la performance et les conditions de travail de ses équipes s'améliorent. Sinon, on est en train de se raconter un truc bizarre. Et enfin, qu'est-ce que vous, coach de manager ou futur coach de manager, vous pouvez faire? C'est donner des petits exercices pour développer les muscles, les habitudes, les réflexes managériaux qui vont faire que vos managers ils vont déchirer. Alors pour vous, parce que je ne veux pas que vous repartiez quand même les mains vides, aujourd'hui vous êtes dans une équipe, il y a des trucs qui se passent mal, il y a des managers, vous vous dites qu'ils pourraient quand même être meilleurs. Essayez d'imaginer un protocole qui permettrait au manager de se rendre compte, de voir précisément là où en ce moment il est en train de se planter, là où il fait un truc mal. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la partie maintenance. Voilà, on a un Scrum qui tourne bien, mais la partie maintenance, support, etc., on est tout pourri, on ne sait pas comment l'organiser. Et le manager, clairement, aujourd'hui, il laisse le truc pourrir. OK. Quel serait le protocole qui lui permettrait de visite, qui lui permettrait de le voir? Ça, vous l'imaginez. Ensuite, vous le testez, vous faites l'expérience. Tiens, si j'applique ce protocole sur moi, comme si moi j'étais le manager, est-ce qu'effectivement je tombe sur la découverte que je voudrais qu'il fasse? Et puis ensuite, osez, hein. Faites-le. Et là, vous verrez que le dieu du Gemba, le dieu du terrain sera avec vous. Donc, s'il vous plaît, confrères coach, ensemble, faisons progresser les managers pour que demain, les utilisateurs, les équipes, les patrons, tous ils nous disent « Oh, nos managers, c'est vraiment des mecs bien ».